Bonsoir, donc je vais essayer de faire court. Merci à Alexandra et au CNEAF pour l'invitation. Dans le contexte que nous avons évoqué, le contexte énergie-climat, je vais vous présenter deux outils qui sont présents au sein de notre structure, deux outils qui sont mis à disposition des collectivités et qui peuvent concourir au changement. Ces deux outils qui peuvent s'intégrer dans les projets bâtimentaires des collectivités. Donc, pour nous présenter au niveau de notre structure, nous sommes une ALEC, qu'on appelle une ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Elle a été créée en 2007. Donc, nous avons pour objectif d'accompagner les collectivités puis les entreprises pour la partie ENR Chaleur. Mon collègue vous en parlera tout à l'heure. D'accompagner ces différents acteurs au changement par du conseil, de l'expertise, de l'ingénierie financière. En fait, nous faisons partie donc, d'un réseau national. Donc les outils que je vais vous présenter sont déployés sur tout le territoire national. Et, ces outils, vous pouvez les retrouver dans des structures comme les ALEC, mais également dans d'autres structures, comme dans les syndicats d'énergie ou autres. Donc en fait, les ALEC sur le territoire, il y en a à peu près une quarantaine, pour information. Au sein de l'ALEC Soleval qui est implantée sur le sud-est toulousain, en fait, nous portons trois missions. Donc les deux missions que je vais vous présenter, l'accompagnement des collectivités sur les thématiques de l'énergie et la promotion de la chaleur renouvelable que va vous présenter mon collègue Éric Ménadier. Le premier outil, alors ce qu'on appelle la mission CEP, donc c'est la mission conseiller en énergie partagée. Donc c'est un outil qui a été créé à l'initiative de l'ADEME. En fait, l'idée, c'est de partager une compétence énergie au sein des petites collectivités et des moyennes collectivités. En fait, c'est de mettre à disposition une compétence pour les collectivités qui n'auraient pas les ressources. Et donc, c'est un conseiller qui est partagé sur un territoire par plusieurs communes. Donc, le fonctionnement est basé sur une adhésion des collectivités et cette adhésion est basée sur une cotisation forfaitaire qui est calculée par rapport au nombre d'habitants de la collectivité. C'est des conventions donc, que nous passons avec les différentes collectivités. La mission, le premier outil, donc comme je vous le disais, le premier outil conseiller, il est déployé sur toute la France, mais il est également déployé sur le territoire en Occitanie. Et actuellement, en Occitanie, il y a à peu près une trentaine de conseillers qui sont déployés sur le territoire, dans les différents départements, pour emmener du conseil et de l'expertise auprès des différentes collectivités adhérentes à ce dispositif. Bon, je vais faire assez vite, mais la mission première de cet outil, c'est de faire connaître à la collectivité son patrimoine bâti et son réseau éclairage public. Et donc, pour ce faire, nous avons un processus qui permet d'aboutir à la chose suivante, c'est de mettre en valeur, je vais dire, les patrimoines les plus énergivores et de susciter auprès des élus des projets de rénovation, en fait. Et nous pouvons les accompagner dans ces projets de rénovation. Et c'est là où nous sommes emmenés à côtoyer les architectes lorsque la collectivité a opté pour un projet de rénovation ou pour des nouveaux projets concernant des bâtiments. Donc là, c'est le processus. Bon, en fait, on se déploie sur le territoire, on fait un bilan énergétique très détaillé du patrimoine de la commune. On a des outils permettant d'insérer des données bâtimentaires, des données de consommation d'énergie. On vient, pour ceux qui connaissent, on vient chercher dans les outils administratifs des communes
On vient récupérer toutes les factures d'énergie, on vient les insérer dans des outils qui permettent de faire des calculs et déterminer les performances énergétiques des différents bâtiments et de les classer et de favoriser le passage à l'acte quand la collectivité en a le souhait. Donc là, je vais passer la parole à Éric Ménadier qui, lui, va vous présenter le deuxième outil qui est la promotion de la chaleur ENR. Bonsoir. Oui, effectivement, donc je vais parler donc, de la mission énergie renouvelable chaleur. Donc, c'est une mission qui est déployée sur le département de Garonne. Normalement, on devrait être deux. Je suis pour le moment tout seul, donc on cherche activement donc, un second conseiller. Des missions, bien sûr, qui sont financées par l'ADEME, par la région. Et voilà, donc nous, on n'est pas concentré donc, sur le bâtiment dans sa globalité. On s'intéresse uniquement au système de production de chaud et de froid. Et dans ce cadre-là, en fait, on va essayer d'intervenir le plus en amont possible des projets pour aider donc à la fois les porteurs de projets, mais aussi pour parfois orienter donc certaines décisions donc sur les choix donc de systèmes de manière à ce que les porteurs de projets puissent aller vers les énergies renouvelables. Et pour ça, donc, on va les informer et conseiller sur 3 types d'énergie renouvelables. Le bois énergie, sous toutes ses formes, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail, la géothermie et le solaire thermique. Une fois que les projets, donc, une fois que les études sont lancées et réalisées, que le porteur de projet donc, décide de partir en réalisation, on va aussi donc, l'aider à aller chercher donc, toutes les aides qui sont attachées donc, aux énergies renouvelables chaleur. Ces aides sont principalement les aides du Fonds chaleur et des aides spécifiques de la région pour l'Occitanie, mais dans les autres régions, il y a d'autres aides qui peuvent être sollicitées, qui sont utilisées donc, par des conseillers comme moi pour justifier donc, l'intérêt économique du projet. On aide ensuite donc, à la réception d'installation, c'est-à-dire pendant toute la phase où le projet va être réalisé. Nous, on n'a pas de raison donc, de participer quelque part donc, à la réalisation du projet. Il y a suffisamment d'experts techniques qui sont engagés pour bien faire les choses et pour les livrer correctement. Simplement, à la fin, lorsqu'on réceptionne l'installation, le maître d'ouvrage donc, a besoin parfois donc, d'un petit accompagnement, et notamment donc, pour respecter les critères ADEME région qui ont permis d'obtenir les subventions. Il a besoin d'une petite aide donc, pour vérifier que la quantité d'énergie renouvelable qui était prévue de réaliser, enfin en tout cas de produire avec l'installation, est bien au rendez-vous. Donc à ce moment-là, on pourra l'aider donc, à mettre en place donc, les outils pour vérifier tout ça, au moins sur une période d'1 an, puisque c'est donc un rapport donc, obligatoire qui va être fourni donc, à l'ADEME et à la région pour obtenir donc, la totalité des subventions. Voilà. Et donc à la fin, donc, on va participer de façon beaucoup plus globale donc, à alimenter tous les observatoires d'énergie, que ce soit le bois énergie, la géothermie ou le solaire thermique, de manière à donner donc, à la région et puis à l'État une vue beaucoup plus globale du déploiement des énergies renouvelables sur les départements, la région, puis sur la France. Et enfin, on va aider à la structuration de la filière bois, donc, puisque c'est une énergie donc, qui est dite locale. Donc on va faire en sorte que quand on déploie des chaufferies, notamment qu'elles sont de grande taille, on va faire en sorte que la ressource en bois soit toujours disponible. Et donc on va essayer d'accompagner tous les fournisseurs de plaquettes, en particulier, ou même les fournisseurs granulés. On va leur aider à prévoir donc, l'avenir pour essayer de faire en sorte que leur appareil de production s'adapte à la croissance du besoin. La biomasse, c'est plusieurs choses. Donc, c'est en particulier donc, tout ce qui est chaufferie, plaquettes et granulés. C'est tout ce qui est aussi réseau de chaleur, donc qui peuvent être techniques ou juridiques. Donc là aussi, donc, on va aider donc, les porteurs de projets à bien comprendre ce qu'est la portée de nos réseaux de chaleur, que ce soit juridique ou technique. Et ensuite, donc, quand on s'adresse aux entreprises, donc, souvent, donc, on leur propose, quand il y a besoin d'autres températures, des solutions biomasse qui peuvent remplacer donc, de façon assez aisée tout ce qui est donc, énergie carbonée, comme le fioul ou le gaz. Quand on parle de géothermie, on parle de géothermie sur sonde sèche. Alors sur l'Haute-Garonne, c'est plutôt effectivement donc, la solution qu'on utilise de façon préférentielle. Mais il y a d'autres zones en France qui utilisent donc, la géothermie sur nappe. Donc ça dépend du coin où on est. Mais voilà, donc on s'est parlé de toutes ces énergies-là. Et pour les plus petites structures, on commence à parler de murs géothermiques et de corbeilles géothermiques. L'importance de la géothermie dans le cadre donc, de la chaleur renouvelable, c'est sa capacité à produire du froid passif. Et ça, c'est très, très important donc, pour contribuer donc, à la production d'énergie renouvelable non carbonée. Le troisième axe, c'est le solaire thermique. Et là aussi, le solaire thermique, ce n'est pas uniquement les capteurs plans qu'on connaît tous, mais c'est aussi donc, parfois les capteurs souples, les packs solaires qui commencent à arriver. On travaille avec Jean-Pascal d'ailleurs activement là-dessus. Et tous les systèmes solaires combinés aussi. Alors ça, c'est plutôt pour les plus petits ensembles.
Et puis ensuite, donc, c'est aussi la présence du solaire thermique en complément sur les réseaux de chaleur. Et enfin, ça va arriver, donc j'en parle un petit peu. L'ADEME, donc l'ADEME, pas la région, mais l'ADEME pourrait donc venir subventionner dans pas très longtemps tout ce qui est PAC aérothermique, à condition que les énergies précitées ne soient pas utilisables. Donc ça fait très peu de cas à la fin. Voilà, donc juste un petit rappel qui peut vous aider, vous les architectes, donc dans vos projets, donc pour vous rappeler que pour avoir donc l'intérêt de ces énergies-là, c'est qu'elles sont fortement subventionnées aujourd'hui, parce que jusqu'à aujourd'hui, que les énergies fossiles donc, étaient tellement compétitives d'un point de vue financier qu'on avait du mal à les faire passer. Donc les conditions actuelles, donc combinées donc conditions géopolitiques et actuelles aussi sur les énergies fossiles, font qu'on a un grand intérêt à regarder de très près tout ce qui est énergie donc renouvelable subventionnée. Et pour le bois énergie, pour faire simple, donc je ne vais pas tout détailler, mais pour faire simple sur le bois énergie, si on a une collectivité dans le secteur non économique, il n'est pas impossible d'aller chercher 70 à 80% du montant de l'investissement. Quand on sera dans le secteur économique et pour les entreprises, par exemple, on sera plutôt donc aux alentours de 45-50%. Mais ce n'est pas négligeable, donc moins saisi. Et un dernier élément qui est une information aussi qu'on n'a pas toujours en tête, c'est qu'on se dit il y a les entreprises d'un côté, il y a les collectivités de l'autre, et puis quid des copropriétés, notamment les copropriétés privées. Il faut savoir qu'en fait, les syndicats de propriété, donc qui sont les représentants donc, des propriétaires, peuvent se grouper, former une association. Et si on a un numéro ciré donc derrière l'association, c'est une entreprise. Et donc elles peuvent elles aussi donc bénéficier de ces aides-là. Donc ça c'est très intéressant à savoir. Que ce soit en création, alors aussi pour les architectes, pareil dans le monde donc, du tertiaire donc, qui va être revendu ou de l'habitat collectif neuf, pareil, généralement à l'origine il y a une société de construction. Et cette société de construction on peut bénéficier de ces aides-là. Donc il faut aussi le savoir, on n'y pense pas toujours. On pense que derrière il n'y a que des particuliers, mais non, au départ il y a une entreprise. Les éléments financiers, ça aussi c'est important. Donc on parlera donc tous les équipements donc de chaufferie. Donc pour le bois énergie, ça veut dire donc la chaudière et tous les éléments qui sont à l'intérieur de la chaufferie. Si on est en rénovation, si la chaufferie est à construire, la partie bâtie fait aussi partie des éléments subventionnables. Si on est dans un réseau de chaleur, il y a aussi donc des subventions donc, pour venir financer le réseau de chaleur. Pour la partie géothermie, la particularité, c'est qu'il y a un seuil minimum donc, à atteindre pour être subventionnable. C'est extraire du sol au moins 25 MWh par an. Et après, c'est pareil, c'est à peu près la même règle de subvention. C'est grosso modo, on va pouvoir obtenir donc 50% pour une entreprise et jusqu'à 80% pour une collectivité. Et là, donc, tout l'avantage de la géothermie, j'insiste là-dessus, c'est la production de froid passif, mais aussi la production de froid actif, ça n'empêche pas l'autre, mais qui permet donc, notamment en termes de calcul de rentabilité, de rendre des installations géothermiques largement compétitives par rapport à des solutions PAC RR par exemple, ou des solutions combinées, donc énergie fossile plus PAC pour la production de froid. Les points de vigilance juste sur la géothermie, parce que pour les architectes c'est important par rapport à l'environnement. L'espacement entre forages, mais vous devez déjà le savoir. La taille du ballon tampon, aussi, qui est un élément fondamental donc, pour pouvoir donc, travailler donc, sur des régimes donc, de fonctionnement pour les PAC donc, qui leur permettent d'être performantes. Et aussi donc, pour la géothermie, donc, une chose très importante qu'a abordé Jean Basca donc, sur la partie donc, confort d'été. Plus un bâtiment aura de l'inertie, plus on va pouvoir jouer donc, avec la régulation pour abaisser la puissance à installer en géothermie. Ça fait baisser le coût des installations, ça les rend plus compétitives économiquement et surtout ça libère de la capacité de déploiement de la géothermie pour les autres sites. Donc ce n'est pas négligeable, on fait plus de choses avec. Sur la partie solaire thermique, donc pareil, donc il y a des exigences, donc je ne vais pas rentrer en détail donc, concernant donc, la productivité solaire à atteindre. Là, le seul point de vigilance sur lequel je veux insister, c'est sur le dimensionnement donc, du besoin, la dimension du système solaire donc, est basée donc, sur le besoin régulier journalier de production de chaudes sanitaires. Donc là, vous ne vous trompez pas, il y a beaucoup de problèmes de surdimensionnement qui sont apparus ces dernières années, qu'on a eu à adresser et qui ont décrédibilisé donc, l'émergence de l'énergie solaire. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'un système solaire bien dimensionné est très rentable, économiquement donc, fiable, est techniquement fiable et économiquement intéressant. Donc le système solaire thermique, grâce donc, notamment donc, à l'arrivée des systèmes autovisiongeables, ou grâce donc, aux panneaux polarisants, donc, devient très intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ma partie. Merci. Merci beaucoup.